transformation digitale. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bravo Télévision. C'est votre émission Qui dit mieux. Alors, nous sommes là sur ce plateau. C'est les derniers numéros de votre émission Qui dit mieux. Alors, en ce dernier numéro, je reçois un invité de marque. C'est sa première participation, bien sûr, dans cette émission Qui dit mieux. Alors, lui s'appelle Maître Eli Beni Kamalenga. Donc, avec lui, on aura deux invités, bien sûr. Mais dans un premier temps, je commence l'émission avec lui. C'est les derniers numéros de l'année 2025. Et j'avais pensé honorer ces grands hommes. Alors, avec lui, on va échanger sur plusieurs questions d'actualité, sur plusieurs sujets. Alors, Maître Beni, bonjour et bienvenue dans Qui dit mieux. Bonjour Juvenal, je suis honoré. Merci de l'invitation dans Qui dit mieux. Je profite de l'occasion pour te présenter d'abord mes vœux le meilleur. Merci pour beaucoup, cette année 2026 qui va commencer. Je pense tout de suite au promoteur de cette chaîne, HK Kabongo, à qui je présente mes vœux le meilleur, de santé, de prospérité, de succès, de réussite. Les vœux le même, je les transmets à tous les caméramans et techniciens de cette chaîne, ainsi qu'à ma famille. Et je pense également au boss Bukasa, les propriétaires de l'hôtel Pacifique ici dans la commune de Kinshasa, et mon petit Prosper et Nathan, mes deux petits qui gèrent les cyber Pacifique ici dans la commune de Kinshasa. Donc mes vœux le meilleur à eux et à tous ceux qui aiment Maître Eli Beni, ceux qui nous connaissent, nos vœux le meilleur à eux. Merci beaucoup, Maître. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en direct de Bravo Télévision. C'est votre émission Qui dit mieux et c'est les derniers numéros de l'année 2025. Alors, Maître, l'actualité est vaste. On va faire une petite évaluation de 3 ans des règnes du président de la République. Ça fait 3 ans depuis qu'il est en son deuxième mandat. Très bien. Alors, on va réfléchir autour de ça. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que ce qu'il a déjà fait, c'est un pari gagné jusqu'ici ou les slogans « Le peuple d'abord » restent toujours dans le passé? On va en parler. Et puis, on parlera également de ces discours prononcés par le porte-parole du FRDC, le général major Sylvain Ekenge, qui est suspendu par rapport à ses propos. Il paraîtrait qu'il a traité les Tutsis d'être des Rwandais, surtout les femmes. Il s'est attaqué aux femmes Tutsis, parce que le président lui-même l'a affirmé. Il a dit ça haut, que les Tutsis ce sont des Congolais. Mais il y a les porte-paroles qui disent que les Tutsis ce sont des gens qui sont utilisés, les femmes qui sont utilisées plus par le Rwanda pour amener des informations en quelque sorte ou pour livrer des secrets ou des vérités du Congo au Rwanda. On va en parler aussi dans cette émission. Et puis on parlera également du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui s'attaque, comme toujours, à la Senko. Cette fois-ci, c'est l'abbé Félix Kabeya qui est victime. Mouteba plutôt, qui est victime. On en parle aussi dans cette émission. Et puis on parlera aussi d'autres choses. On commence d'abord par ce qui fait actualité, je pense, où on commence par la grande thématique. On va évaluer un tout petit peu les 3 ans des règnes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que jusqu'ici, on peut dire que le président Félix travaille bien comme c'était prévu ou il tâtonne? Parce qu'à l'époque, vous avez beaucoup crié que c'est Kabila qui l'empêchait à travailler et maintenant qu'il l'empêche de travailler s'il n'est pas sur la bonne voie. Vous avez la parole. Je te remercie pour cette question combien pertinente. Mais il faut toujours éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, mais également toi-même qui poses la question. Parce que tu vois, il y a un fait qu'il faut retenir, que le chef de l'État est entré au pouvoir, il a rencontré beaucoup de problèmes dès l'entame de son mandat, de le premier mandat. S'il faut voir, déjà, il y avait le Covid-19, il y a eu le FCC Cash, le FCC de l'époque,
qui lui mettait les bateaux dans les roues. Mais malgré cela, les chefs d'État avaient toujours excellé. Oui. Il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental et sur plusieurs fronts où il a eu à réaliser des choses, même sur le plan sanitaire. Oui. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Mais ta question, justement, parle de son deuxième quinquennat. Okay. Alors, durant ces deuxièmes quinquennats, vous avez compris que déjà dès le premier mandat, il a fait voter une loi de programmation militaire. Oui. Là, nous sommes sur le plan sécuritaire où il fallait recruter, former et puis remettre en place tous les cadres de formation de nos vaillants militaires et policiers qui ont été détruits systématiquement par M. Kabila, parce que son objectif était de fragiliser l'armée congolaise pour justement permettre au Rwanda, son pays, de continuer à mater notre pays. Alors, il faut dire que le chef de l'État a eu à faire ce grand travail pour justement redonner du souffle plutôt à notre armée. Et ça, c'est sur le plan sécuritaire. Il y a des armes, des engins qui ont été achetés justement pour redonner la puissance à notre armée. Alors, sur le plan sécuritaire également, nous sommes confrontés à cette guerre qui a duré près de 3 décennies, laquelle guerre nous fait dépenser énormément d'argent. Vous allez comprendre que suite à cela, l'État n'est pas peut-être à mesure de réaliser tout ce qu'il devait être réalisé pour le bonheur des Congolais, tant attendu, par rapport au slogan « les peuples d'abord » dont vous faites allusion. Mais malgré cela, il y a des efforts énormes sur le plan social qui sont réalisés, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que le panier de la ménagère a été assoupli. Il y a eu une baisse systématique des prix, même les dollars. Les gens ont dit non, c'est pour une semaine, mais là, on tend déjà à plus d'un mois. Mais on va aussi en parler parce qu'il n'y a pas d'impact par rapport à cette baisse des dollars. L'impact est là, mais seulement il faut retenir qu'il faut faire un déclic entre les taux du dollar réel et les prix des denrées sur les marchés. Parce qu'il faut dire que nous avons plusieurs fois interpellé le gouvernement via son ministère de l'économie nationale de déployer sur les marchés, dans divers secteurs du marché, ces inspecteurs pour justement voir comment les opérateurs économiques se comportent par rapport au prix des denrées. Parce que vous verrez qu'il y a un déclic, il y a une adéquation entre les prix des denrées et les taux des dollars. Vous comprenez? Alors, mais il faut aussi saluer le fait qu'il y a eu baisse sensible des denrées, des premières nécessités, et beaucoup de choses ont baissé sur le marché. Mais maître, ce n'est pas remarquable sur terrain? Si, c'est remarquable. C'est remarquable parce que, vous savez, lorsqu'on ne sait pas reconnaître les efforts qui sont réalisés par notre gouvernement, on sera ennemi de notre propre pays, parce que moi, je vous dis, hier, moi j'accompagne souvent mon épouse pour quand elle va faire le marché. Plusieurs fois, j'ai à constater qu'un sac de semoule de maïs se vendait jusqu'à 78 000, 80 000. Mais c'était baissé jusqu'à 35 000, 40 000. Oui, 35 à 40, ça dépend de la qualité et de l'endroit où ça vient. Donc, vous voyez, de 80 000, 78 000 à 80 000 à 35, 37, 38, 40, il y a quand même une baisse sensible. Près de la moitié vous comprenez? Un sachet de sucre qui se vendait à 31 000 jusqu'à 35 000. Mais aujourd'hui, c'est 14 15 000. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas eu la réduction? Mais il y en a qui disent un bidon de 5 litres d'huile de palme de Simba qui se vendait à 43 000 jusqu'à 45 000. Mais aujourd'hui, ça se vend à 24 000. Mais il y en a qui disent que... Est-ce qu'il n'y a pas eu réduction? Il y en a qui disent que dans la plupart de denrées alimentaires ou les produits de première nécessité, tout le monde ne mange pas, comme vous avez cité par exemple les farines de maïs et autres. Il y a d'autres produits aussi nécessaires qui devaient peut-être connaître cette baisse. Mais ça prenons les riz. Prenons les riz. Prenons les riz. Un sac de riz se vendait à 100 000.
Aujourd'hui, ça se vend à 22 $, l'équivalent de 22 $. N'y a-t-il pas baisse? Donc, c'est pour te dire tout simplement que je ne voudrais pas ici prendre la part du gouvernement dans tout. Mais je dis qu'il y a des choses qu'il faut corriger, comme je l'ai dit tantôt. Vous comprenez? Parce que lorsque certains opérateurs économiques véreux se mettent à augmenter les prix de façon exagérée, quand bien même, il faut retenir qu'en économie politique, on nous a appris que, en ce qui concerne les prix sur le marché, chacun est libre de mettre le prix selon qu'il a acheté. Ou selon qu'il se place dans un coin, dans un autre, où il trouve que si je mets tel prix, ça va bien se négocier, ça va aller vite. Mais en cas de force majeure, ces gens-là ne peuvent pas s'incliner à la loi du pays. C'est le rôle maintenant qui revient au ministère de l'économie nationale, tel que je l'ai dit tantôt. Vous comprenez? Parce qu'on regarde du décret de 1961 sur les prix, vous comprenez que cette mission revient d'office au ministre de l'économie nationale. Je l'ai vu tantôt lorsque une dénonciation avait été faite sur un paquet de pommes rouges ou pommes vertes qui se vend à Paris à 2 €, était vendu par exemple ici sur votre voisin Carrefour, le supermarché Carrefour, à 48 $. Et tout le monde avait décrié ça. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. Le ministère de l'économie avait pris ses responsabilités, il n'a pas tardé, il a envoyé une expédition là-bas. Et ça a été revu à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème entre le ministère qui est un cadre légal, qui a le pouvoir de réguler, de contrôler, de sanctionner, et il y a l'opérateur économique qui, de façon frauduleuse, se met de fixer les prix selon qu'il entend parce qu'il veut faire des bénéfices à l'externe. Et c'est ça le problème que connaît notre société. Il y a la part de l'opérateur économique, il y a la part de l'État congolais, et il y a la part du consommateur que nous sommes, qui sommes victimes des prix exorbitants que fixe l'opérateur économique à sa guise. Mais il y a également parfois le silence coupable, l'inaction du cadre formel qui est l'État, qui n'a pas le temps d'aller vérifier et sanctionner. Donc c'est ça le problème que nous avons. C'est qu'il faut dire que c'est comme ça que je dis en ce qui me concerne. Je salue la vigilance de l'État, mais pas 100% parce que jusqu'à présent, il y a quand même une adéquation. Mais vous savez qu'il y a eu baisse sensible du carburant. Avant la fin de l'année, les carburants étaient baissés à 26,9, 2690. Mais l'État avait encore réduit à la baisse. Aujourd'hui, 1 litre de carburant se vend à 2440 $. Y a-t-il baisse ou pas baisse? Il y a baisse, mais sur le plan pratique ou sur terrain, ça n'a pas un impact parce que les transports n'ont pas baissé. On paye le même montant. Il y a même augmentation de transport. Là également, je reviens en charge pour te dire qu'il y a la responsabilité de l'État. Parce que nous, notre mission ici consiste à dénoncer et à rappeler l'État sa mission régalienne, qui consiste à vérifier si l'opérateur économique respecte la structure de prix telle qu'elle est fixée. De deux, la Banque centrale, qui est conseillère du gouvernement congolais et qui a la politique monétaire entre ses mains, doit à son tour veiller à faire en sorte qu'il y ait l'équilibre parfait entre les taux fixés officiellement et l'argent tel que ça se négocie et les prix des choses, des denrées sur les marchés. Donc vous avez ces mariages entre la Banque centrale et le ministère de l'économie qui connaît une petite défaillance parce que cette adéquation-là existe à cause justement du fait que les opérateurs économiques ne respectent pas le prix. Parce que vous pouvez vous amener aujourd'hui avec 10 $ qui équivalent à 2200, 22 000 ou 23 000 selon le coin où on se retrouve. Vous comprenez? Alors, vous voulez acheter un truc qui coûte 10 $. Et lorsque vous changez à 10, un truc qui coûtait, vous avez par exemple, je prendrai quel exemple? Je prends l'exemple de ceux qui vendent 1 kilo de bœuf. Pour ceux qui savent, à l'Est, 1 kilo de bœuf, c'est 2500 francs. Ah bon? Comprenez? Ça vit bien là-bas. Et je vous dis, mais ici à Kinshasa, quand vous allez sur Éthiopie,
Ou soit vous allez à Bandal sur arrêt pharmacie, là où on vend les bœufs, la viande de bœuf. Ils vous vendent 1 kilo de rôti à 33 000 francs. 1 kilo d'entrecôte et autres mélangés à 26 000. Mais ce prix-là était fixé à l'époque à 10 $. Vraiment. 1 kilo de rôti. Et l'autre là, 26 000 et tout ça. Mais le dollar a baissé. Mais c'est le dollar a pris c'est justement cette adéquation-là. Ouais. Si ce déclic-là est fait, vous verrez que l'État doit se faire respecter. Alors, que faire mettre, selon vous, pour pallier à cette situation, selon vous? Non, pour pallier à cette situation, il faut la vigilance du ministère de l'économie qui a la charge de la structure des prix pour faire respecter cet équilibre sur les marchés, sanctionner les impétrants qui ne respectent pas les prix tels que fait. Il y a aussi la Banque centrale qui doit aussi à son tour veiller au respect du taux d'échange auprès des cambistes ambulants qu'on se trouve à tout au coin de nos avenues. Ouais. Et si ces deux-là se mettent à faire respecter la loi et les choses, tu verras que on connaîtra moins de problèmes. Voilà. Hein, parce que si on va tout simplement dire que l'État évolue bien et tout ça, non. L'État a sa part de responsabilité et on charge l'État pour que l'État puisse justement faire respecter les lois. Vous comprenez? Ouais. Et les opérateurs économiques à l'air tout, parce qu'ils veulent faire des bénéfices, mais de façon exagérée. Voilà. Et en faisant cela, ils s'adonnent maintenant à la fraude. Okay. Vous savez, vous connaissez la différence entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Et la fraude. Parce que celui qui évade utilise les faiblesses de la loi. Celui qui fraude commet une infraction, où il est obligé de frauder à l'impôt, tout ça, il commet une infraction. Mais celui qui évade utilise les faiblesses de la loi. Mais les lois sont là. N'est-ce pas? Ouais. Les lois sont là, les lois sont connues. Il y a les autorités qui doivent faire respecter ces lois. Mais s'il y a une faiblesse du côté du cadre formel et légal, la conséquence, ceux qui sont justement censés respecter les lois de la République ne le feront pas parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser des manœuvres telles que ils doivent gagner des bénéfices. Conséquence, c'est la population qui en pâtit. Merci beaucoup, Maître Elie. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous sommes sur ce plateau avec Maître Elie. Alors, on va prendre le deuxième invité qui va entrer incessamment. Alors, avant qu'on commence avec notre thématique du jour, comme je l'ai dit au début, ça fait pratiquement 3 ans depuis que le président de la République est en train de régner dans son deuxième quinquennat. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été jusqu'ici? Parce que des fois aussi, on constate que le président de la République, c'est un grand promoteur. Oui, c'est un constat que nous faisons. C'est un grand promoteur, mais en réalité, il n'y a pas trop de réalisation par rapport à cette promesse. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation-là. Parce qu'il y a une chose qu'il faut retenir. Ouais. Tout succès a toujours été entouré d'un travail qui est fait en amont. Le chef d'État a promis de ramener la paix dans la partie orientale de notre pays. Et il est en train de se battre justement pour que cette guerre cesse. Mais nous avons une guerre d'agression qui est connue et nous avons une guerre asymétrique qui est justement à l'interne où il y a des gens qui se disent être congolais mais qui jouent les jeux de l'agresseur pour empêcher justement l'accomplissement de cette paix qu'on attend. Mais malgré cela, vous comprenez qu'on a déjà franchi un cap où la paix pointe à l'horizon. Ça, c'est déjà un élément important. Avant, on pouvait parler du Congo sans les Congolais. Les intérêts du Congo étaient défendus par d'autres et occupé par d'autres. Mais depuis que le chef de l'État est chef de l'État dans ce pays, le Congo est présent dans toute
les réunions où on parle de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous allez sur le plan environnemental, où la RDC occupe 3/4, ou je dirais 60% de forêts tropicales que nous avons, mais la RDC était délaissée pour compte. C'est d'autres pays qui justement parlaient de la RDC et occupaient les intérêts de la RDC. Vous avez le Congo-Brazza, vous avez le Cameroun, vous avez l'Angola, le Rwanda et tous ces autres pays-là. Mais lorsque le chef d'État est arrivé, il a dit niet. Mais aujourd'hui, ce sont les avantages qui rentrent dans le patrimoine du Congo et on est en train de solliciter pour la vice-présidence de cette structure organisation qui justement anime ce secteur lié à l'atmosphère ou à l'environnement. Et c'est très important. Quand vous allez sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'éducation, notre éducation était pratiquement en berne. L'éducation était pratiquement en berne parce que lorsque vous prenez les écoles, les endroits où les enfants sont censés être éduqués, vous transformez ça en chantier, vous morcelez, vous vendez. C'est-à-dire, vous avez sacrifié l'avenir de nos enfants, l'éducation de nos enfants. Conséquence, vous avez des enfants qui s'adonnent au commerce, qui s'adonnent au koulouna, qui s'adonnent à beaucoup d'antivaleurs qui ne favorisent pas le bien-être ou l'épanouissement de la jeunesse, qui est censé être l'avant-gardiste de la paix et être espoir pour tout un pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, sur ce plan-là, vous avez aujourd'hui plusieurs universités qui sont conduites par chef de. C'est un grand message qui démontre que notre éducation doit être évaluée, l'éducation doit revenir à sa place, la jeunesse doit être formée, parce que à un certain moment, il se souviendrait que le chef de l'État parlait de l'Allemagne de l'Afrique. Mais les gens s'en sont moqués. Et les gens qui viennent pour parler, pour porter la parole de l'opposition, lorsqu'ils viennent, ils vous disent non, vous avez promis l'Allemagne de l'Afrique. Mais je me dis par moment, moi, ça me fait rire chaque fois quand je vois combien les gens sont dans la bassesse. Oubliant que l'Allemagne, pour qu'elle soit Allemagne, les Allemands ont dû travailler. N'est-ce pas? Oui. L'Amérique en 1776 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors les Américains se sont mis au travail. Aujourd'hui, on a besoin d'aller en Amérique. Les Français ont eu ce qu'on a appelé les siècles des Lumières. C'est-à-dire les intelligences grises de la France ils se sont réunis, ils ont fait ce qu'on a appelé les siècles des Lumières. L'intelligence a été s'est réunie pour travailler et ils ont transformé les sociétés. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aller en France parce qu'il fait beau vivre en France. Vous avez besoin d'aller en Allemagne, en Angleterre. En 1850. Mais lorsque le président... Il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. Mais tout ça, c'était le fruit du travail. Lorsque le président a dit qu'il ferait de la RDC l'Allemagne d'Afrique, il faisait allusion à quoi? Parce que... C'est une très bonne question. Oui, il faisait allusion à quoi? Parce qu'il aurait que, en termes de mandat, il devrait avoir que 2 mandats selon notre constitution du pays ici. Est-ce que c'est dans 10 ans qu'il devrait faire la RDC, l'Allemagne d'Afrique, selon vous? Je dis c'est une très bonne question. Il y a une chose qu'il faut retenir. En droit administratif, il y a ce qu'on appelle les principes de continuité de l'État. Ok. Le chef de l'État n'avait pas perdu de vue le fait qu'il a des mandats où il devait faire des quinquennats. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que en droit administratif, il y a ce qu'on appelle les principes de continuité de l'État. Oui. Et lorsqu'il dit qu'il veut voir ou faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, c'est-à-dire, il invite la société congolaise, la synergie du Congo, à travailler pour faire... Parce qu'il a pris pour modèle l'Allemagne. Et ce n'est que par le travail qu'on peut être l'Allemagne que lui espère là. Okay. Si déjà durant ces deux quinquennats, il peut arriver à faire quelque chose dans l'objectif d'atteindre l'Allemagne, si lui s'arrête là où il va s'arrêter,
S'il y a encore un Congolais visionnaire qui se dit que c'est notre pays, nous allons travailler pour matérialiser cette vision et atteindre d'ici cap 2035, 2040, les niveaux du Maroc par exemple, ou le niveau d'Afrique du Sud, c'est possible avec le travail. Et c'est ça la vision du chef de l'État. N'en déplaise à des gens qui doivent sortir, pour, à mon sens, au 20e étage du sous-sol, qui pensent que le chef d'État a eu tort de dire d'Allemagne d'Afrique et ils viennent pour s'en moquer. Parce que je vous dis, aujourd'hui, toi, tu peux avoir pour modèle, tu te dis, bon, moi, je vais faire le journalisme, mais j'aimerais être comme tel. Oui. C'est un mentor. Merci. C'est comme ça que nous disons même. Et donc, parmi tous les États du monde, les chefs de l'État qui a vécu en Europe... de l'Allemagne. Exactement. Parmi tous ces États du monde, le chef d'État qui a séjourné en Europe pendant très longtemps, il a été en Allemagne, il a été en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. Il s'est dit, lorsqu'il faut voir le modèle de gestion économique sur le plan démographique, sur le plan, tout ça, l'Allemagne l'a inspiré. Il s'est dit non, en tant que leader, j'aimerais que mon pays atteigne ce niveau-là de l'Allemagne. Et tout cela est possible. Parce que vous savez, avec ce qui est en train de se faire maintenant, pour beaucoup, maintenant, c'est un rêve. Pour beaucoup, c'était des idioties. Mais avec l'arrivée de ceux qui vont, les investisseurs qui vont venir dans les jours à venir, la RDC sera un modèle qui va inspirer beaucoup de gens et beaucoup de gens voudront venir s'y installer. Mais par-dessus tout, je crois que c'est le travail qui va faire en sorte que nous soyons l'Allemagne dont a parlé le chef de l'État. Merci beaucoup, Maître Elie. Alors, je reviens à vous. Il est temps pour moi de recevoir aussi le deuxième invité. Monsieur Johnson, bonjour. Bonjour, monsieur Juvenal. Ça fait beaucoup de temps. Oui, ça fait vraiment un temps. D'accord. On est là. Ok. Merci beaucoup. Comment la santé et les affaires, ça marche? Oui, la santé, ça va. Dieu continue à nous protéger. Les activités, ça évolue très bien. Et voilà, on est là. D'accord, merci beaucoup. Voilà, on parle du deuxième mandat du président de la République qui a déjà consommé pratiquement 3 ans. Parce que pratiquement dans 2 jours, ça sera, nous serons en 2026. Alors, selon vous, étant qu'analyste politique, qu'est-ce que le président de la République a déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire encore, en dépit de tout ce qu'il nous a fourni comme promesse? Oui, merci beaucoup, monsieur Juvenal. Je tiens également à saluer Maître Elie. Elie, oui. Voilà. Merci. À l'entame de que je suis entré, j'ai entendu, vous avez posé cette même question à mon co-débatteur, compatriote Maître Elie, qui, à l'entendre parler, il est vraiment au fond de l'Union sacrée et qui devrait nous peindre ces tableaux-là de ce qui est déjà fait, parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Bon, je n'ai entendu que des discours de bonnes intentions, mais je n'ai pas entendu vraiment de faits. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, on nous parle de l'éducation, mais j'ai l'impression que quand Maître Elie parle, il parle de Kinshasa ou il parle de la RDC. En parlant de Kinshasa, est-ce que c'est quelle commune? Est-ce que c'est toutes les communes, les 24 communes? Est-ce que c'est la RDC avec les 145 territoires? Parce que là, vous devez savoir que déjà, nous avons un problème, même dans les secteurs dans lesquels on a parlé de l'éducation. À l'Est, déjà, avec cette guerre, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas étudié. Okay. Ça, c'est déjà l'accès à l'éducation qui est menacé. Il y a beaucoup de familles qui sont dans les camps des réfugiés, d'autres dans les cas des déplacés. Alors, quand vous entrez même dans les conditions dans lesquelles cette éducation est donnée, mais il faut voir également les conditions de travail des enseignants. Donc, du point de vue éducation, parce que c'est là qu'on voulait peindre ces tableaux qui sembleraient être brillants, il y a beaucoup à faire. Et au lieu d'avancer, je pense que le pays est en train de connaître des shit. Et on est en train de faire des pas en arrière dans le secteur de l'éducation. Mais le secteur clé par lequel je voulais commencer, c'était le secteur de la sécurité, c'est-à-dire la paix, dont le chef de l'État a dit. Il a dit dans plusieurs de ses discours qu'il serait même prêt à mourir pour restaurer la paix. Mais sinon, il se bat de ce côté-là. Vous savez qu'il y a comment je dirais, il y a des tractations qui sont en cours. Il y a l'accord de Washington qui a été signé. Tout ça, le président de la République est en train de chercher la paix qu'il nous a promis.
Oui, mais quand vous parlez des accords, le pays n'est pas dirigé par les accords, le pays est dirigé par une constitution. Et le président de la République avait prêté serment. Qui dit les serments du président de la République? Et quand on évalue plutôt la situation d'avant le deuxième mandat et la situation pendant le deuxième mandat, on a l'impression que tout est parti du jour où la CENI nous a commencé à déjà présenter les résultats, qui, comme vous le savez, sous le contrôle de Maître Eli, parce que j'ai l'impression qu'il est juriste, si je ne me trompe pas. Moi, je suis économiste. Déjà, la loi électorale dit qu'une élection doit être organisée une seule journée, mais nous avons une élection qui est partie sur même une semaine. C'était déjà un mauvais départ. Et même lors de la proclamation, aujourd'hui, nous avons des entités qui ont participé au vote, mais qui ne sont plus contrôlées par le gouvernement congolais. On va appeler ça avancé ou on va appeler ça recul? Nous avons maintenant, par exemple, la province du Nord Kivu, la ville de Goma avait participé aux élections. La province d'ici Kivu, la ville de Bukavu, la ville d'Uvira, toutes ces grandes agglomérations avaient participé parce qu'il y avait un pouvoir public qui était établi. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? C'est qu'on a perdu ces zones. On va parler d'avancée ou on va parler d'un échec cuisant du deuxième mandat. Et c'est sur base de ces faits-là qu'on évalue. Ce n'est pas par rapport aux intentions dont on ignore l'aboutissement, mais c'est par rapport aux faits. L'ennemi a avancé de combien de kilomètres? Nous l'avons repoussé à combien de kilomètres? Voilà. Comment vous avez parlé de l'accord de Washington. Je suis en train d'être étonné de voir les agitations autour de cet accord. Mais si on est sérieux avec notre pays, je pense qu'on se poserait beaucoup de questions. Est-ce que nous avons réfléchi 2 fois avant de signer ces accords? D'abord, l'accord, il y a eu 2 moments forts à Washington qu'on n'arrive pas souvent à dire à nos compatriotes. Il y a eu un accord économique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Non, et les États-Unis. Oui. Voilà. Il y a eu le deuxième moment fort, c'était maintenant, entre guillemets, l'accord de paix. Mais cet accord-là qui s'est clôturé sans poignée de main entre des présidents qui décident de faire la paix. Mais dans cet accord de paix, quand vous lisez, c'est une seule feuille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est une seule feuille qui a 5 paragraphes. Déjà, les 2 paragraphes, il y a le premier paragraphe introduit, 2 paragraphes parlent de l'exploitation conjointe ou de la mise en commun des efforts dans l'exploitation économique de matière des ressources. Donc nous et le Rwanda. Nous et le Rwanda. Non. Et puis nous avons des paragraphes. Mais vous aurez votre temps d'antenne. Nous avons des paragraphes qui ont tendance à parler maintenant des questions, voilà, de neutralisation des FDLR. C'est que pour nous, si nous avons accepté ce volet-là, c'est que nous sommes partis du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'en réalité, si à Washington, on nous a demandé d'aller finaliser à Doha avec le 1-23, notre victoire diplomatique à ce moment-là aurait été que à Washington, nous demandions au Rwanda de récupérer leurs compatriotes, entre guillemets, des FDLR et de négocier avec eux. Mais nous, on nous a demandé de participer à la neutralisation des FDLR. Qui sont où? Voilà. Donc, je pense que, dans toute honnêteté, l'accord de Washington, entre guillemets, l'accord de paix, c'était un fiasco. Et comme preuve du retour, vous avez vu l'ennemi avancer jusqu'à prendre la ville d'Uvira. Ça, ce n'est pas un accord de paix. Ça veut dire que ça n'a pas joué à la faveur de la République démocratique du Congo, cet accord-là. Donc ça, du point de vue maintien de la sécurité sur toute l'étendue de la République, on a vu plutôt des ratés dans cette mise en œuvre, parce que sinon, on ne serait pas en train de patauger aujourd'hui. Alors, même quand on a parlé de l'éducation, on a parlé de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, si vous parlez même du secteur du transport, en République démocratique du Congo, c'est une catastrophe. Qui réglemente aujourd'hui les secteurs des transports? Vous savez qu'aujourd'hui, quitter Kinshasa, pendant cette période, même les habitants de Kinshasa ne savent pas à quel prix il faut payer un billet. Donc, tout dépend des IMER, des sociétés d'aviation. Et on a un ministère qu'on ignore ce qu'il fait exactement. Quand vous rentrez même dans la ville de Kinshasa, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, donc on sent quand même qu'il y a eu beaucoup de ratés dans l'entame de ces deuxièmes mandats. Et ça soulève beaucoup de questionnements. Même quand on parle de l'Allemagne de l'Afrique. Bon, je vais bien, mais
Moi, je pense, je n'ai pas entendu Sankara dire un jour qu'il ferait de son pays le Kiba d'Afrique. Je n'ai pas entendu Nelson Mandela dire un jour qu'il ferait de son pays la Russie d'Afrique. Je pense qu'un président, quand il décide de diriger son pays, il sait que son pays a des réalités contextuelles particulières et donc il se concentre à faire avancer le pays selon le chemin établi, selon son plan de gouvernance. On n'a pas besoin de prendre par exemple ce nom-là de l'Allemagne d'Afrique, dont on a même du mal à expliquer parce qu'en connaissant l'histoire politique de l'Allemagne, je ne sais pas à quel niveau où on veut prendre cet exemple. On parle de l'esprit du travail, mais déjà l'esprit du travail, tu sais, ça part de quel niveau? Ça part du facteur d'abord du temps, le respect du temps. Bon, qu'en est-il aujourd'hui des institutions, même au sein de la présidence? Qu'est-ce qui se passe en matière de temps? Vous avez vu le président de la République qui est quand même, en s'adressant à la nation, il a parlé pendant plus de 2 heures du temps en train de parler à la nation. Ça veut dire le facteur temps, on ne comprend pas quel est son niveau de productivité. Et j'aurais bien voulu qu'on dise, nous allons faire réveiller ce Congo dans les rêves de Lumumba. Lumumba n'avait jamais parlé de l'Allemagne, de la France. Non. Est-ce que l'Allemagne, là, c'est un pays qui dépasse plusieurs pays du monde ou quoi? Pourquoi cette inspiration-là? Non, c'est ça, justement, c'est ça. Pourquoi on doit être inspiré par un pays dont ça doit... Chacun a sa manière de voir l'Allemagne. Quelqu'un peut se concentrer sur l'Allemagne pendant Hitler. Quelqu'un d'autre peut se concentrer sur l'Allemagne pendant Angela Merkel. Donc, ça ne servait à rien. C'est pourquoi moi, je pense que les exemples, on pouvait en avoir seulement au Congo et dire, par exemple, nous allons prendre ces pays et les faire marcher selon les rêves de pères fondateurs. Et c'est comme ça qu'on allait parce que dans le discours de Mairie Patrice Lumumba, le 30 juin, il a essayé quand même de baliser le chemin. Il a dit, nous sommes en mesure de montrer à la face du monde ce qu'un homme congolais peut faire quand il travaille. C'est-à-dire l'incitation maintenant au travail. Merci. On n'avait pas besoin de se comparer avec les autres peuples parce que le peuple congolais jouit de sa particularité et de sa grandeur en tant que peuple. Merci beaucoup. Voilà. Alors, maître, vous avez une réplique? Je suis désolé. Vous l'avez suivi en long et en large. À l'entame, j'aimerais d'abord que... Est-ce que vous avez lu l'accord dont vous faites allusion de 2 pages, les 4 paragraphes? Vous avez vraiment lu l'accord? J'ai lu l'accord. Non, vous ne l'avez pas lu. Moi, j'ai lu donc, ça s'appelle manipulation. Comment ça? Justement parce que l'accord est sur le site de la RDC, l'accord est sur le site des États-Unis, l'accord a été signé aux grandes dames devant tout le monde. L'économie de l'accord est connue de tous. Mais lorsque nos amis viennent, ils viennent avec la manipulation, les mensonges, pour justement présenter autre chose que ce qui est accouché dans l'accord proprement dit. Vous voyez, lorsqu'il prend la parole, il vous dit non, non, l'économie, l'exploitation commune. Mais tu dis, mon cher ami, mon frère, le Congo est mon autre pays. Est-ce que vous pensez vraiment que faire ce que vous faites là peut faire avancer ce pays? Parce que demain, après-demain, tu seras responsable. Qu'adviendra-t-il des actes que toi, tu voudras poser si les gens venaient à présenter autre chose comme tu tends à le faire? Ce que vous, qui êtes dans l'opposition ou proche de l'opposition, êtes en train de faire en ce moment. C'est quand même regrettable. Parce que vous n'avez pas lu l'accord, mais vous présentez une situation qui n'est pas vraie. Parce que l'accord est sur... Quel dit l'accord, maître? Vous qui avez lu l'accord, qu'est-ce que l'accord dit? Écoutez, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre un tout écoutez, moi j'aime faire un débat de hauteur. Allez-y. Je n'aime jamais qu'on me rabaisse dans le 20e étage au sous-sol pour faire un débat qui n'en est pas un. Allez-y, maître. Lorsque tu as posé la question sur les bilans partiels du chef d'État dans 3 ans, nous n'avons pas pris tous les secteurs de la vie. Exactement, oui. Mais lorsque mon frère prend la parole, vous comprenez, lorsqu'on ne sait pas reconnaître les efforts qui sont faits par les uns, demain après-demain, responsable, on ne te reconnaîtra pas. Parce que ces images restent. Il dit non, nous parlons de Kinshasa et c'est Kinshasa qui s'est réalisé. Mais lorsque le chef d'État inaugure l'université de Mbujimaï, il n'est pas en province. Si, si. Lorsque l'université de Bunia
va être inauguré récemment. Ce n'est pas la province? Parce que nous avons tous déjà vu les images. L'université de Kananga est déjà finie lorsqu'il va être inauguré. Ce n'est pas la province? Lorsqu'il est allé inaugurer, il y a l'université de Mbandaka qui est aussi en construction. D'ici là, on va inaugurer. Ce n'est pas le secteur éducationnel. Non, la manipulation, c'est l'art rwandais. L'art de ceux qui viennent pour défendre le Rwanda, pour justement... Tu sais que l'opposition, c'est vrai, l'article 8 en a prévu. Mais critiquer positivement. Lorsque j'ai pris parole, je t'ai dit, je t'ai fait voir que l'État a sa responsabilité dans ça. Si l'État ne fait pas ceci, l'État est en train de faillir. Exactement. Et les opérateurs économiques se doivent, s'ils ne le font pas, c'est ça l'analyse. Moi, j'aime rester dans l'analyse objective où je ne suis pas contre ou pour, parce que lui me dit non, l'union sacrée. Non, mais l'union sacrée, c'est vrai. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont dans l'union sacrée, je ne voudrais pas réfléchir comme tout le monde. Parce que je suis d'abord, avant tout, Congolais. Ok. Mais je ne voudrais pas que mon frère m'amène dans ces débats-là de bas étages où on va, pour s'attaquer, ne pas reconnaître les faits, les choses qui sont faites. S'il faut parler du bilan du chef de l'État, lorsque vous parlez sur le plan sécuritaire, le pays est agressé. N'est-ce pas? Oui. Lui, quand il prend parole dans ce secteur, qu'est-ce qu'il dit? Vous sentez déjà que... Et ce sont des gens qui sont dans la haine. Parce que un pays qui est agressé, est-il en mesure de faire les choses comme il se doit? Non, parce que déjà, un pays qui est agressé, il faut un lourd budget pour justement venir à bout de la situation. Ça demande beaucoup. Ça, c'est un. Et de deux, quand il parle de la partie occupée, aujourd'hui sur le plan sécuritaire, mais cette partie est occupée par qui? C'est par un État étranger, un État voisin. N'est-ce pas? Le Rwanda, ce n'est pas une province de la RDC. L'accord du 27, l'accord de la déclaration des principes du 15 juillet 2025 a été clair. Confirmé par l'accord du 27 juin 2025, on dit que le Rwanda doit respecter l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC. Le Rwanda doit quitter dans toutes les entités qu'il occupe. Et enfin, moi j'aime m'attarder sur ces trois éléments-là. Oui. Il faut le rétablissement de l'autorité de l'État. Exactement. Alors, mon frère, lorsque tu prends parole pour dire à ceux qui nous suivent que sur ce plan-là, le gouvernement a failli, le chef de l'État a fait des promesses de bonnes intentions. Non. Aimons notre pays. Parce que il y a une chose qu'il faut retenir d'emblée. Nous voyons le Rwanda comme la partie visible de l'iceberg. Mais nous avons fait la guerre pendant tout ce temps contre le... Il y avait derrière le Rwanda l'OTAN, il y avait même les États-Unis avant, qui aujourd'hui est devenu notre partenaire. Il y avait l'Union européenne. Bon. Il ignore ça. C'est grave. Et puis, il y a eu, dans la sous-région d'Afrique, il y a plusieurs pays, notamment le Soudan du Sud, le Soudan Sud, l'Ouganda, le Rwanda lui-même, vous avez le Kenya, il y a autant de pays. Et la révélation qu'on a eue récemment, là, que même Obasanjo a une ministre à lui, chez lui là-bas, qui combat aux côtés de M23, chez nous ici. Donc, ça veut dire que l'histoire du Congo, il ne faut pas venir parler du Congo de façon superficielle comme si on venait raconter une histoire. Parce que le Congo, c'est le centre du monde. Harold Mackinder a écrit un livre à double tome. C'est un savant australien. Lorsqu'il a écrit le livre qui est intitulé « Le cœur du monde », avec comme principe, celui qui contrôle le cœur du monde contrôle le monde. Dans le premier tome, il a trouvé que c'était l'Australie. Parce que l'Australie a beaucoup de minerais aussi. Ok. Mais lorsqu'il a avancé avec les investigations, il a trouvé qu'il avait commis une erreur. Il se rebiffe dans le deuxième tome pour dire que c'est le centre de ce n'est que c'est la RDC. Et dans ce qui se passe, c'est la guerre entre deux superpuissances. Il y a la Chine et il y a la RDC. Et il y a plutôt les États-Unis. Ça fait plus de 30 ans que la Chine a pris des avancées sur le plan stratégique, militaire et sur le plan économique. Et Obama, ayant constaté cela avec les États-Unis, ils ont
il a initié une loi au Parlement américain. Laquelle loi, il fallait maintenant signer un partenariat stratégique avec un pays qui a les atouts. Et ce pays-là, c'était la RDC qui était choisi. Mais vous savez pourquoi l'accord n'a pas été signé sous Kabila? Pourquoi? Mais justement parce que eux, le maître du monde qui connaissait bien la situation de la RDC, savait qu'à la tête de la RDC, il y avait un étranger. Et ils ont signé cet accord récemment avec Tshisekedi. C'est que lui critique. Ayons le temps de lire. Ayons le temps de présenter les choses telles qu'elles sont. Parce que eux, ils sont devenus champions en manipulation. Ils vous viennent, non? Il y a seulement 4 paragraphes de l'accord de Washington, du 4 juin. Et puis, il met l'accent sur les États-Unis. Et c'est effectivement ce que Mouteba a dit. C'est ça le discours. Mouteba dit, non, cet accord ne profite pas à la RDC parce que tu sais que dit a signé avec les États-Unis pour 99 ans, 99 ans et tout ça. Mais mon cher ami, attention avec la manipulation. Et ce n'est pas ce que dit l'accord. Et nous disons aux Congolais au vrai, ayez le temps de faire des recherches parce que l'accord est situé sur, pour ceux qui parlent anglais, il est là sur le site américain. Pour ceux qui parlent français, notre gouvernement est là. Moi, j'avais l'accord en main. Ce n'est pas ce que dit mon frère. Maître, moi, j'aurais appris que le Rwanda a pris cet accord et ça a été discuté même à l'Assemblée nationale. Tout à fait naturel et normal. Mais pourquoi dans notre pays, ça n'a pas été le cas? Tu as lu notre constitution? Va lire les articles 12 et 13 de la Constitution. Le problème avec nous Congolais, c'est que nous sommes dans l'art de la manipulation. Nous racontons les histoires de la rue. Et moi, je ne suis pas là pour parler de l'histoire de la rue. Oui. Si on reconnaît au chef de l'État ces prérogatives-là par la Constitution, il l'a fait. Et le Parlement est informé et lui a donné quitus. Alors ne venez pas avec des balivernes, mon cher ami. Si le Rwanda, sa constitution veut qu'après l'avoir quitté là-bas, ils discutent au Parlement, ils ont engagé des débats, tant mieux. Donc, nous sommes pas permis dans notre constitution de faire un débat. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que nous n'avons pas un Parlement? Si, si. Alors, qui a empêché notre Parlement de faire un débat? C'est pourquoi je vous dis, posons-nous de bonnes questions, aidons notre population à comprendre les bienfaits de ce qui est en train de se faire. Ne venons pas ici faire le jeu de l'ennemi. Parce que lorsque nous analysons avec toi, le Congo est vaste. Et les réalisations du chef de l'État, c'est dans plusieurs domaines. Oui. Est-ce que nous avons abordé plusieurs de ces domaines? Même pas. Mais mon frère, il me contredit pour me dire non, c'est Kinshasa. S'il faut parler en termes d'éducation à Kinshasa, il y a des écoles qui sont construites, il y a des universités qui ont été modernisées ici. L'IPEN aujourd'hui n'est pas l'IPEN qu'on a vu il y a longtemps. Le campus n'est pas ce qu'on a vu il y a longtemps. Et bientôt là, l'ISTA est encore dans les projets, il y a d'autres universités. Dans plusieurs provinces, c'est fait. Alors lui, il vient vous dire que c'est seulement à Kinshasa, il faut arrêter avec cette histoire-là. Ça veut dire, on parle de quoi? Merci, Maître Béni. Donc, s'il faut faire le bilan, c'est pourquoi je dis, quand vous faites une émission comme ça, soyez sûr de nous donner le temps. Parce que ce n'est pas, tu me poses une question, tu me réponds, tu me relances, que je vais ramasser toutes les réalisations du chef d'État dans 3 ans. Non, vous aurez tout le temps. Non, mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Okay. Tout à fait. Donc, j'aimerais que cela soit fixé pour que l'opinion qui nous suit comprenne que moi, j'aime faire un débat intelligent. Okay. Je ne voudrais pas venir parce que avoir la prétention d'avoir vidé ou de vider la question par rapport à ce que je vois là-bas. Les bilans, quel bilan pour ces 3 ans? Alors, ce bilan-là, il est multisectoriel. Ok. Et les réalisations sont multisectorielles. Et je voudrais pour finir, rappeler à mon frère. Tu sais, il y a un penseur, un philosophe, mais je dirais même dans le cours de l'histoire, moi, mon enseignant de 5e des humanités à l'Institut Kassai à Gombe, le professeur nous a appris ceci. Que philosopher, dans les cours de philosophie, c'est faire penser sa vie. C'est lui qui a dit « je pense donc je suis ». C'est lui qui a dit. Mais on nous pousse à réfléchir pour comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Alors si vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce que le chef de l'État dit par « je voudrais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique ». Dit non, il est dans les bonnes intentions
pourquoi pas parler du Congo? Mais le Congo doit être une référence par rapport à quoi? Parce que nous sommes en train de nous reconstruire pour être dans l'indice de développement. Hein? Maintenant, dis-moi la référence du Congo dont tu veux que Fatih s'aligne. C'est quelle référence? Parce que le Congo est un pays sous-développé pour le moment. Moi, j'ai pris pour exemple que d'ici 30, 35, 40, 2030, 35, 40, hein, qu'on puisse être comme l'Afrique du Sud, ou dépasser l'Afrique du Sud, être comme le Maroc, c'est ça. Donc, le président s'est inspiré dans ce sens. Tu sais, moi, je fais les arts martiaux. En judo, nous disons ceci. Mututu, il voudra taper celui qui a fait le nom. Lorsqu'il se bat, s'il gagne celui qui a déjà le succès, et il fait le nom. Alors, lorsque le chef de l'État dit, je voudrais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, c'est-à-dire, il compare la RDC à l'Allemagne, il n'y a pas match. N'est-ce pas? C'est-à-dire, sur tous les plans, sur le plan organisationnel, démographique, sur le plan humain, économique, sur le plan sécuritaire, sur tous les plans, nous ne sommes pas idem avec l'Allemagne. Vous comprenez? Parce qu'en ce moment, c'est lui qui dirige. Et c'est son programme d'action qui est en train d'être exécuté. Alors quand tu parles de poser de bonnes intentions, et des promesses qu'il fait, ça veut dire là, tu parles de quoi, mon cher ami? Parce qu'aujourd'hui, là, si... Je vais donner même exemple à Juvenal. Juvenal, avant d'être journaliste, il y a avant lui plusieurs journalistes qui peut-être sont célèbres, qui ont été pour lui un modèle, qui l'ont peut-être inspiré à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, si se fixe pour credo, être comme les meilleurs, si pas les dépasser, c'est-à-dire, il s'est fixé un objectif qu'il devra atteindre. Alors, quoi de plus normal lorsque le chef d'État dit, je voudrais faire du Congo l'Allemagne d'Afrique? Et lorsque les gens viennent, comme mon frère dit, ils critiquent, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'a voulu dire le chef de l'État. Et lui-même est revenu à charge pour répondre aux critiques de ceux qui l'ont peut-être mal compris, mal interprété. Il dit non. Quand je dis l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire ça se fait par le travail. C'est-à-dire nous devons travailler pour être comme l'Allemagne. Construire notre pays, être comme l'Allemagne. N'est-ce pas? Avant lui, est-ce que le centre financier était à l'endroit où il est? N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'il a apporté quelque chose. Il s'est référé au World Trade Center. Tout ce qui est financier est consacré au même endroit. Aujourd'hui, quand vous avez le ministère des Finances, le ministère des Budgets, tout ça à caractère financier, c'est placé là-bas. C'est-à-dire, il a une vision, il a un programme. Maintenant, c'est bien beau de critiquer. J'aimerais, moi, critiquer aujourd'hui et demain, ne pas faire comme les autres. C'est pour ça que j'ai dit, mon frère, demain, quand vous êtes autorité, vous êtes ministre, vous êtes président de la République, certainement, on va vous critiquer. Quelle sera votre référence? Comment allez-vous réagir? Merci beaucoup, face aux choses? Merci Donc, beaucoup. Voilà, on peut avancer. Je vous accorde quelques minutes aussi pour peut-être recadrer Maître Eli par rapport à tout ce qu'il a dit. Non, là, ce sera un cycle de recommencement. On va critiquer, je vais m'en donner aussi. Je vais critiquer. On va avancer, Maître. On va avancer. Oui. Voilà. Il faut peser. Je vous accorde le temps et puis on va changer les chapitres parce qu'on a encore d'autres choses à évoquer sur ce plateau. Donc, je vous donne le temps. Vous avez suivi Maître Eli qui vous démontre, d'ailleurs, il vous dit clairement que vous n'avez pas eu le temps de lire l'accord. Parce que tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est pas la vérité, c'est du mensonge. Vous êtes en train de manipuler la population qui nous suit, vous, les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, quelle est votre réaction? Alors, d'abord, ce que je dois quand même rappeler que critiquer dans un pays démocratique, ça n'a rien d'être éduquant de l'ennemi. Par contre, je pense que les meilleurs démocrates sont souvent flexibles aux critiques. Et la démocratie est nourrie par un sens des réflexions et des idées qui vont dans différents sens. On n'est pas dans une pensée unique où il faut penser nécessairement comme Maître Eli pense, où il faut penser nécessairement comme l'Union sacrée pense. Non. Je pense qu'aimer le président de la République, c'est de lui dire exactement, là,
ça n'a pas marché. Il a dit ça aussi, là, Maître Elise. Ça a marché. Je n'ai pas entendu là où il a dit des CSA. Au début, vous n'étiez pas là, il a dit, il a démontré tout ce qui va et tout ce qui ne va pas au début parce que vous n'étiez pas sur le plateau. Deuxièmement, je vais rappeler également une chose. Partager sa position par rapport aux faits, ça ne fait pas de vous ni manipulateur, ni être, je ne sais pas, pour le Rwanda. J'attends souvent ces discours et ce n'est pas souvent sérieux, ce n'est pas élégant. Okay. Quand on peut traiter l'autre, quand il pense différemment de vous, les traiter d'être des manipulateurs, c'est pas sérieux. Il faut plutôt attaquer l'idée, démontrer en quoi l'idée est mauvaise par rapport à la vôtre et ça ne suffit pas seulement d'écrier. Alors, troisièmement, Maître a parlé que moi j'ai menti par rapport à l'accord. Moi j'attendais qu'ils me disent quelles sont les grandes lignes de cet accord pour qu'on puisse soulever les inquiétudes que chaque ligne peut avoir. Alors, j'ai lu cet accord, Maître Eli. Je peux vous rassurer que cet accord a 7 chapitres. Le premier chapitre porte sur l'intégration territoriale, interdiction des hostilités. Le deuxième chapitre porte sur les désengagements, désarmement, intégration de groupes armés non étatiques. Okay. C'est là que je dis que le contenu de ces chapitres, pour nous, ça ne nous a pas arrangé de la manière dont on l'aurait voulu par rapport à la situation des terrains. Parce que c'est dans ces chapitres où on parle de la neutralisation des FDLR. C'est dans ces chapitres où on dit également que tous ces Wazalendo dont nous avons vanté pendant un temps, qui devraient déposer les armes, mais entre-temps, rien ne s'est fait de l'autre côté. Parce que quand on devrait demander que le Rwanda retire ses troupes, et exactement préciser à quel moment ces retraits doivent commencer, ça ne figure pas dans cet accord. Le troisième chapitre porte sur le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Et c'est encore ici où on parle que dans ces processus de mise en confiance entre les deux parties, c'est qu'on devrait faciliter et la République démocratique du Congo et le Rwanda à continuer à s'échanger certaines informations sur la sécurité dans le processus de pacification de la région. Est-ce que ça joue à notre faveur? Est-ce que ça ne joue pas à notre faveur? Le quatrième chapitre où on parle maintenant des réfugiés déplacés internes comme considération. J'ai dit encore une fois, je vais bien. Moi, je suis souverainiste. Okay. Je ne suis pas un chantre. Je ne suis pas encore moins un clochard. Je suis un souverainiste et je crois que ce pays devrait jouir de sa souveraineté. Quand on nous parle qu'il y a des déplacés qui viendront du Rwanda, je vais bien, moi je suis de l'Est du pays. Et je connais la sensibilité de cette question. Si on nous dit qu'il y a 100 000 réfugiés qui devraient quitter le Rwanda pour venir au Congo, il n'y a que le Rwanda qui reconnaît facilement ces réfugiés, mais ces réfugiés ne sont pas bien identifiés par le Congo. Mais du coup là, nous acceptons quand même qu'on va faciliter cette rentrée. Ce n'est pas un problème. Moi, maintenant, le problème, c'est de dire quelles sont les conditionnalités pour cette rentrée. Parce que Nord Kivu, on a vécu des scandales. Quelqu'un va dire, il est congolais, il va rentrer. Mais quand vous lui posez la question, vous étiez dans quel territoire, quel village, qui sont vos grands-parents, il n'y en a pas. Au-delà de ce que, je ne sais pas, les ACR peuvent faire, il y a ces mécanismes-là qui devraient être précis. Parce qu'on ne devrait pas avoir des rentrées en cascade de gens dont on ignore, ils viennent pourquoi et ils viennent d'où. Je veux bien qu'on soit dans ces processus, mais je dis encore, il faut faire très attention. Nous avons les chapitres suivants qui étaient les 5e, où on parle de tout ce qui a comme les soutiens que la MONUSCO, la mission des Nations Unies, doit continuer à faire. Et nous avons maintenant les 6e chapitre qui parle des cadres d'intégration économique régionale. Je vais suggérer à Maître Eli de lire ces chapitres et en tant que Congolais qui me disent est-ce qu'ils pensent qu'économiquement, nous avons bien choisi les lignes dans cet accord où nous nous sommes nous-mêmes piégés. Alors, parlons maintenant de la situation sécuritaire. Bon, je ne sais pas si nous comprenons cette même situation de la même manière. Tenez, M. Juvenal, la dernière fois que vous m'avez réussi dans cette émission, nous étions en train de parler des grandes batailles que les zones militaires de la République démocratique du Congo ont rencontrées à l'est du pays. Ouais. La grande résistance qu'on a connue dans ces fronts ici, il y a eu une grande résistance dans la ville de Goma. Il y a eu une grande résistance dans la cité de Sake, où les Wazalendo se sont coupés à 1000 morceaux pour dire « vous ne pénétrez pas ces sols » jusqu'à l'assassinat du général Chirimwami. C'est comme ça que Sake a été vandalisé. Ces fronts-là, où on a senti une résistance, est-ce que vous pouvez me rappeler
Quel est l'autre front qui a connu des résistances jusqu'à Bukavu? Parce que Goma jusqu'à Bukavu, c'est une affaire de 300 km. C'est-à-dire, on a vu quand même une avancée spectaculaire de l'ennemi sans beaucoup de résistance. Arrivé à Bukavu, il a foncé jusqu'à se retrouver à la porte de Kamanyola. Vous vous rappelez maintenant avec l'histoire de Musée Kabila, avec la fameuse bataille de Kamanyola. Là encore, il fallait raconter une autre résistance. Et nous avons crié, je suis encore passé dans cette émission et j'ai dit, la bataille décisive pour la République démocratique du Congo serait maintenant la plaine de la Ruzizi. Donc, tout ce qu'il faut faire pour barrer la route à cette avancée, il fallait maintenant qu'on arrive à gagner cette bataille et repousser parce que nous avons, de l'autre côté, vous avez le Burundi qui était, entre guillemets, notre allié jusqu'à preuve du contraire. Nous avons le lac Tanganyika à côté qui a mesure de faciliter les renforts de Tanganyika, de la province de Tanganyika vers la province du Sud Kivu. Donc, on avait tout le nécessaire pour mettre à mal cette bataille. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la chute de Uvira? Mais quand on dit que le commandant suprême, c'est le chef de l'État. Oui, le président de la République. Le président de la République dit que ça ne marche pas. Ça ne fait pas de nous des opposants, monsieur Maître Eli. Ça ne fait pas de nous... D'ailleurs, ça fait de nous des meilleurs Congolais. Parce que nous voulons voir ces pays être contrôlés à 100% par nos forces armées. Nous voulons voir ces pays où tous les enfants étudient sans peur des crépitements des balles. Nous voulons voir ces pays où les affaires économiques se déroulent normalement. Vous le savez que dans toutes ces villes-là que je viens de citer, ça fait déjà... Nous sommes en train d'aller à une année. Pratiquement, oui. Il n'y a pas de banque. Quelle est la situation économique de ces côtés? Mais est-ce que vous savez que dans la ville de Goma déjà, les boissons d'origine congolaise n'y sont plus vendues comme des boissons qui viennent du Rwanda? Au même moment, on nous inflige une guerre militaire, on nous inflige une guerre économique et on refuse qu'on puisse penser. Donc la vérité, c'est que sur ces volets-là, le pouvoir en place n'a pas su jouer toutes ces cartes. Et il faut le voir sur terrain. Ce n'est pas sur un plateau qu'on doit crier. Il faut le voir sur terrain. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui a empêché à ce qu'on n'arrive pas à récupérer toutes ces entités? Donc, il y a un travail sérieux qui doit continuer à se faire. Et je le souhaiterais que toutes ces batailles soient remportées parce que nous les avons remportées en 2012, 2013 avec le général à titre posthume Mamadou Ndala, avec toute l'équipe autour. Je pense qu'on a remporté beaucoup de batailles. Nous avons également un peuple de l'Est qui est devenu de plus en plus résilient, qui continue à jouir de sa vitalité d'un peuple qui a décidé de jouer à la non-coopération avec l'ennemi. Il faut seulement voir la désobéissance civile que ce peuple continue à infliger malgré tous ces morts qu'on a assistés dans la ville de Goma, où on a parlé, avec les ONG, on a parlé de 15 000 morts dans 4 jours. Avec le gouvernement congolais, on a parlé de 8 000 morts. Dans 4 jours. Alors, si nous sommes dans un mandat et que dans ces mandats-là, vous arrivez quand même à perdre tous ces gens par des mauvaises politiques de gouvernance militaire, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise que ça ne marchait pas? Donc, il y a sur ce point-là, il y a beaucoup à faire. Je pense que ça soit dans l'éducation. L'éducation ne se résume pas par des édifices. L'éducation ne se résume pas également, je ne sais pas, par la construction des pupitres, ainsi de suite. L'éducation, c'est beaucoup de choses qu'il faut mettre en place et qu'il faut arriver également à résoudre. Que ça part au niveau du manuel, que ça part au niveau du programme. C'est pendant l'année 2025, si vous vous rappelez bien, à la proclamation, les enfants n'ont pas eu de bulletin parce que le gouvernement n'avait pas encore imprimé à travers le ministère de l'Éducation le bulletin. Nous parlons de faits. Alors, il y a beaucoup à faire dans ces secteurs et nous souhaitons les secteurs les plus clés. Comme le disait Moïse Tshombe, donnez-moi de la bonne politique, je vous donnerai une bonne économie. Donc si politiquement rien ne marche au pays, les autres secteurs seront par terre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Je vais citer maintenant par ce que Maître Eli a dit. Non, je pense quand même que c'est bon de vouloir être un donneur de leçons. Mais je vais dire que la dimension de notre pays, l'histoire de notre pays, nous n'avons pas besoin de prendre des références d'autres pays. Il a parlé des États-Unis en 1776. C'est justement George Washington,
avec ses compagnons qui proclament l'indépendance de ces États. Mais Maître devrait également dire qu'en 1821-24, il y a eu la sécession entre les nordistes et les sudistes qui avaient déclenché aux États-Unis. Donc en réalité, la situation et l'histoire politique n'est pas la même. Où est-ce que nous devons partir? Nous sommes à quel niveau? Parce que le président de la République, avec le premier programme, où il avait dit, nous venons déjà poser la fondation pour l'éveil de la nation. Nous proposons, le budget déjà qu'on avait proposé au pays, c'était combien? C'était 16 milliards de dollars. Ok, on voulait maintenant voir qu'est-ce que les 16 milliards de dollars vont faire sur le terrain et qu'on soit en mesure de dire, voilà ce que ça a fait. Déjà, prenez un seul projet, le projet des 145 territoires. Dans les décaissements, le pays est arrivé à décaisser plus de 85% de ces projets-là. Du niveau des réalisations, la réalisation n'a pas dépassé 37%. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et là, ce sont des informations qui viennent encore des services de l'État que nous communiquons. Si Maître a des chiffres contraires à cela, il peut également nous proposer. Mais je vous dis déjà, quand on décaisse plus de 85%, c'est-à-dire que l'argent est en train de partir. La réalisation, vous êtes à moins de 37%. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Merci beaucoup, M. Jackson. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est tout ce que vous aviez à dire, non? Jusque-là. Non, mais vous m'avez interrompu. On est dans un débat. Oui, justement. On a aussi d'autres choses à dire. Exact. J'accepte que la parole vous revienne. D'accord, merci. Alors, Maître, on peut boucler. Je vous donne une minute, 30 ou 2 minutes. Je voudrais dire à mon frère Johnson qu'il doit faire un effort pour comprendre c'est quoi le Congo, ce qui représente le Congo dans la géostratégie mondiale, avec tout ce qui se passe. Et je comprends que la souffrance qu'il y a à l'Est de la République, c'est d'abord l'homme de l'Est lui-même qui est à la base. Parce que s'il y avait un homme qui pouvait soutenir l'action du chef de l'État, c'est d'abord l'homme de l'Est. De plus, ce sont ceux qui sont souffrants. L'homme de l'Est, c'est qui exactement? C'est-à-dire... Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il est en train de généraliser. C'est-à-dire, il parle d'une différence ce qu'est le général. Souffrez, comme je prends le temps de vous écouter, de me laisser parler. Allez-y, Maître. Comme ça, vous avez le temps. Si vous avez à ramasser, quand vous aurez la parole, vous allez ramasser. D'accord, allez-y. Je crois que c'est la grandeur même dans un débat. Oui, vous êtes protégé même. Voilà. Alors, j'ai compris, en suivant mon frère, que l'homme de l'Est est lui-même responsable de sa souffrance. Ok. Vous comprenez? Parce que je dirais même que Juvenal s'est écarté largement de ce dont nous sommes en train de parler. Parce que venir dans une émission, prétendre qu'il y a des leçons à donner, il n'y a pas de leçons à donner, nous analysons. Oui, exactement. Parce que il y a une chose. Est-ce que Johnson, dans sa tête, ou de tous ceux qui pensent comme lui, ils ont quand même à l'idée que le pays est agressé? Mais il est au courant, il sait. Non, non, non. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Lorsque je lui dis de chercher à comprendre l'enjeu qui représente la RDC si la géostratégie mondiale, tout commence par là. Et je te recommande de lire les protocoles de sage gestion. Parce que tu es dans la politique, tu fais des débats politiques, il faut comprendre des choses les plus compliquées de la politique. Va lire les protocoles de sage gestion, je te les recommande. Et le jour où on se reverra ensemble, j'aimerais voir un Johnson grandi, mûri, que celui que je suis en train de voir maintenant. Parce que la RDC, ce n'est pas n'importe lequel des pays, mon cher ami. Je viens de te dire ici que Obama a fait voter au Parlement américain une loi. Parce que la guerre, c'est entre les puissances. C'est entre la Chine et les États-Unis. Oui. Tu penses que les États-Unis, en se battant aujourd'hui pour justement cet accord, vous pensez que c'est nous qui allons chercher ces résultats parce qu'ils ont besoin, nous on a besoin de la sécurité, parce que le chef de... Non, non, non. Attention avec l'Américain, parce que eux, c'est l'hégémonie mondiale. Ils veulent continuer à détenir, à demeurer les patrons du monde. Le pays, l'État le plus puissant du monde qui contrôle tout. Ça fait 30 ans que la Chine a pris
de l'envol sur les États-Unis. Sur le plan stratégique, sur le plan militaire et sur le plan économique, ils ont pris de l'avance. Et Trump le dit clairement. Aujourd'hui, Trump vient de rompre des relations diplomatiques avec 30 États africains. Mais lorsque vous analysez, il ne faut pas faire les choses à la vague-vague. Parce que tu t'accroches justement sur le plan économique. Hein? Dans l'accord, tu t'accroches sur le plan économique. Mais laisse-moi te rafraîchir un peu la mémoire. Ce que j'aimerais, c'est que je décolle avec moi. Réfléchis avec moi. Je ne voudrais pas que tu restes à la traîne pour que tu nous amènes dans les débats. Quand je dis opposition, tu vas dire non, il a dit opposition. Quand je dis le discours rwandais, tu vas dire non, ils veulent que les gens pensent comme eux. Mais moi, j'aimerais que tu réfléchisses avec moi. Je réfléchis indépendamment. Ne réfléchis pas indépendamment parce qu'on réfléchit sur un thème qui nous est commun. Tu as ta alors, mais juste, papa, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais moi je sais que je suis venu vers ici. Allons-y. Lorsque l'accord a été signé, il est complémentaire. Ne t'arrête pas à ce que tu as vu le 4 décembre. Tout commence avec la déclaration des principes du 15 juillet. Exactement. C'est complémentaire. Nous sommes à la Doha. Nous rentrons le 27 juin 2025. Rien n'a changé. C'est resté les mêmes textes. Vous savez qu'avec la vigilance de la RDC, les textes qui a été signé les 4 étaient déjà en train d'être modifiés. Mais la vigilance congolaise a fait que on puisse retourner au président d'État par rapport au texte initial. Mon cher Johnson, il y a une chose que tu dois retenir. Le Congo n'est pas le Rwanda. Le Congo n'est pas l'Angola. Le Congo n'est pas le Congo-Brazza. S'il y a des gens qui pouvaient être plus soucieux et soutenir les chefs de l'État, c'est vous, les ressortissants de l'Est. Je comprends et nous compatissons. Si chaque jour aussi nous nous battons à faire comprendre les gens pour justement détruire les préjugés des Rwandais et de tout ce qui est et qui sont derrière eux, c'est pour soutenir l'Est et la RDC. Moi, je suis du centre, mon cher ami. Tshisekedi est du centre. N'est-ce pas? Oui. Bemba est de l'Ouest aussi. Et tout ce monde-là. Mais chaque jour, nous plairons. Nous nous battons pour vous de l'Est. Ah bon? Et le fait est que l'homme de l'Est n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Ah bon? Je te dis la vérité. Parce que si tu es aussi de l'Est, excusez-moi. Non, je ne suis pas de l'Est. Voilà. Je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Ça je l'ai dit et que... je pense. La plupart des hommes de l'Est, surtout les hommes politiques de l'Est, ils ne sont pas vrais. Parce qu'ils sont eux-mêmes en train justement de jouer les jeux de l'ennemi. Je vais poser la question à Juvenal, à Johnson. Est-ce que tu as conscience que le pays est agressé? Parce que tu vois, nous amener dans les verbiages ici, non? Et l'accord a dit, et l'économie, cet accord n'est pas favorable. Je t'ai dit quoi ici? Ce sont les mêmes propos que Mouteba a dit. N'est-ce pas? Mais si cet accord était défavorable à RDC, et qu'il était favorable au Rwanda, et tous ceux qui sont derrière lui, n'est-ce pas? Oui. Parce que l'accord signé leur profite sur le plan économique. Parce que c'est là où il s'accentue. Mais pourquoi le Rwanda n'a pas respecté l'accord signé les 4? Pourquoi Kagame n'a pas respecté sa signature? Pourquoi a-t-il continué avec la guerre? Parce que l'accord sur le plan économique leur profite. La RDC aurait bradé, aurait fait tout ce qui donne l'avantage au Rwanda et non au Congo. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis, l'homme de l'Est n'est pas lui-même vrai. Et ça, tous les analystes du monde le diront. Parce que je suis vraiment beaucoup de débats qui se passent sur la toile des Camerounais, des Togolais, des Ivoiriens et d'autres pays africains qui s'appesantissent sur justement notre question. Et j'adore parfois quand j'entends ces gens en train d'analyser. Mais lorsque vous venez ici au Congo, ceux-là pour qui nous nous battons matin, midi, soir, ce sont eux qui sont contre justement les chefs de l'État. Ils sont contre le régime. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? Dans la gouvernance, il y a des erreurs qui peuvent être
commises dans la stratégie, nous les condamnons. Exactement. Tu ne verras jamais venir soutenir une chose qui n'est pas en faveur de la population. Merci beaucoup. Et je l'ai dit, si je le répète, parce que lui a dit non, moi je n'ai pas entendu, il n'a pas dit ça. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, moi je condamne. Quoi par exemple? Il y en a beaucoup, il est là, il va te dire. Merci, maître. Et il est temps de me rencontrer, parce que tu as eu la chance de me rencontrer aussi, moi aussi, j'ai la chance de te rencontrer. On aura le temps de nous connaître et on va comprendre nos philosophies mutuelles. Donc, retiens, cher Johnson, que nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons que ce Congo. Et ceux qui nous disent ne sont pas des extraterrestres. Parce que tu sais que c'est peut-être pour info pour toi. Parce que c'est peut-être votre mot de tête. Il n'est pas éternel, il passera. Mais le Congo restera indivisible. Exactement. C'est ça notre combat. Merci. Mais ce que vous devez retenir, nous nous mettons en opposition contre les manipulations, les mensonges, contre tous ceux qui viennent présenter autre chose que ce qui est couché sur papier, que la RDC a signé. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Alors, je commence avec vous par rapport à ces sujets. Alors, il y a eu le porte-parole de FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, suspendu parce qu'il semblerait qu'il a tenu des propos, que la Belgique traite d'une manière, comment dirais-je, insatisfaisante, si je peux le dire comme ça. Alors, suspendu parce qu'il traite des Tutsis d'être collaboratrices, les femmes plus, collaboratrices du Rwanda. Quel est votre point de vue par rapport à ça, maître? Je te remercie pour cette question. Je crois qu'elle est pertinente. Oui. Je suis de ceux qui ont eu à condamner le général par rapport à sa position, d'être dans les chantiers bâtis, d'être une autorité de mon pays, et commettre l'imprudence de donner des prétextes, de donner parole au Rwanda, parce que cette question a fait l'objet des manipulations du monde pendant 30 ans. Le Rwanda a utilisé cette question comme prétexte pendant 30 ans pour manipuler l'opinion tant africaine qu'internationale. Ok. Pourquoi je dis ça? Ce n'est que lors de la commémoration de la 30e anniversaire du génocide rwandais que nous avons tous appris, parce qu'eux-mêmes nous ont révélé, c'est-à-dire les Américains, que le génocide rwandais ne concernait pas seulement les Tutsis. Il y avait les Twa, il y avait les Hutus et d'autres peuples qui résidaient au Rwanda en 1994 qui ont été objets de génocide. Mais Rwanda a utilisé le prétexte massacre Tutsi sur des êtres fragiles, tout ça, le prétexte FDLR qui a été utilisé pendant tout ce temps. Mais Dieu aidant, Dieu a ouvert l'œil des gens et tout le monde a compris que c'était de la manipulation. Et c'est à ce titre-là que je condamne le général, parce que vous avez vu la récupération rapide de la Belgique. Oui. Parce que vous savez très bien que ce sont ces gens-là, les libéraux belges et autres, qui nous ont amené Kabila ici. Donc, en d'autres termes, maître, on peut dire que le général est allé en contradiction même avec le... Le général n'est allé pas en contradiction. C'est une analyse qui est vraie. Qui sait s'il a un ami, un membre de la famille qui était marié à une femme Tutsi, qui s'est comporté de la sorte. Mais sa position ne lui permettait pas. C'est pourquoi vous avez vu qu'en responsable l'État congolais, il a coupé l'herbe aux pieds des commerçants rwandais et de tous ceux qui sont derrière le Rwanda, qui ont toujours utilisé ce prétexte pour justement venir faire les aventures au Congo. Et l'État, l'autorité a suspendu M. Sylvain Ekenge. Vous comprenez? Oui. Parce que la toile était déjà inondée avec l'armée numérique rwandaise sur la question, les Tutsis et tout ça. Mais, donc, c'est pour vous dire que ce que je ne suis pas, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec
le général. Non, le ministre des Affaires étrangères belge. Oui, ok. Mais dans ces pays, chaque jour, on fait des campagnes de diabolisation contre les Louba, non? Il y a même des prophéties. Non? On va massacrer les Louba si Tshisekedi part. Pourquoi ils ne se sont jamais levés pour condamner? Je pose la question, j'aimerais savoir. C'est chaque jour qu'il y a des campagnes de diabolisation contre les Louba, qu'on va exterminer, si Tshisekedi part et tout ça. Donc tout ça, c'est pour vous dire que nous, en RDC, nous avons 450 ethnies et 250 tribus. Nous avons appris à vivre ensemble, à nous marier, à manger ensemble, à étudier ensemble et à être amis. Et nous nous sommes constitués en une grande famille. Mais les autres nous ont amené l'esprit de tribalisme, de division, de séparation qu'ils ont utilisé comme leitmotiv ou mode de gestion pour justement demeurer chez nous et continuer à nous manipuler. Donc, c'est pourquoi je te dis qu'en ce qui me concerne, Sylvain Ekenge a commis une erreur grave et je félicite le gouvernement congolais d'avoir réagi en temps réel. Merci beaucoup, maître. Voilà, M. Johnson, vous répondez aussi à la même question. Vous, étant que Congolais, par rapport à la sortie médiatique de porte-parole des FRDC, comment vous avez jugé ces propos? Oui, merci beaucoup M. Juvenal pour cette question. Avant d'y répondre, je voulais juste ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est que je pense que dans ces débats, j'ai beaucoup apprécié la vitalité et les énergies dégagées par Maître Eli dans ces débats. Mais sauf que je souhaiterais peut-être qu'avant la fin de cette émission, que Maître Eli arrive à retirer des phrases que j'ai entendues dans son langage. La première phrase... Je suis très élégant, je retire déjà avant d'avoir attendu, comme ça continuez. Ouais. Je suis très élégant. À l'intention des téléspectateurs. Voilà. Oui. Parce qu'il ne peut pas quand même dire, parce que l'erreur dans laquelle le général est tombé, Maître Eli est en train de vouloir y tomber. Ce n'est pas sur un plateau avec un grand homme comme lui qui peut dire nous nous battons pour ces gens de l'Est. Ça, c'est quand même grave. Il vient de retirer cette première phrase et c'est validé. La deuxième phrase que Maître Eli devrait retirer, c'est justement vouloir dire que le problème de l'Est est entretenu par les gens de l'Est. Je pense. Comme ça a été certains, retiré, oui. Ça, c'est vrai. Comme ça, non, c'est une question du pays et dans chaque problème du pays, il y a des implications à tout le niveau. Répondez à la maître, il a déjà retiré. Il a déjà retiré. Alors, allons-y, parce que nous sommes déjà presque à la fin. Par rapport à cette question-là, moi je pense que je suis également communicologue. Oui. Je suis parti d'abord sur une analyse des communications. Okay. Vous savez que vous-même, vous êtes communicologue et vous connaissez que trop de communication tue la communication. Exactement. Alors, on est tombé dans ce piège-là. Plus nous communiquons trop, parfois nous commençons à rendre les plateaux comme si c'était un lien de récréation où on peut venir raconter tout ce qu'on a pensé dehors. Et le général se retrouve dans une situation où il commence à dire ce qui ne relève pas vraiment de sa communication en tant que porte-parole des FRDC. Ça, c'est de un. De deux, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a rendu plus, l'armée est devenue plus l'armée qui communique davantage, au lieu de laisser cette attribution au ministère de Défense, par exemple, et des Communications. Dans des pays qui sont souvent en guerre, le militaire parle rarement. Okay. Mais ici, nous sommes en guerre, nos militaires sont devenus des excellents communicateurs. Ça, on devrait déjà imaginer qu'on risquerait d'arriver à des glissades comme ça. Je m'aurais bien voulu voir que ce soit par exemple le ministre de Défense qui nous rende compte de la situation sécuritaire du pays. C'est ça son travail. Exactement. On ne peut pas exposer nos généraux à tout moment et les faire parler des histoires. Donc, où est passé le ministre des Défenses? Parce que la dernière fois qu'on a écouté son discours, depuis ce jour-là, il n'est plus revenu. Et c'est lui qui devrait nous faire l'état de lieu de la défense du pays. Alors, troisièmement, ce que j'ai compris, j'ai condamné également ces ratés-là et je pense que
général Ekenge, que personnellement j'avais côtoyé au Nord Kivu, il a été porte-parole. Et je me rappelle ce qui avait attiré mon attention sur le général Ekenge. Quand la guerre a commencé, Monsieur Juvenal, allez analyser. Le général Ekenge, porte-parole de l'état de siège, il dit que les FARDC ont été attaqués à Bunagana. Il a été le premier, l'armée a été à la première ligne à dire que nous sommes attaqués par le Rwanda. Et ça fait la tollée pendant ces temps-là. 24 heures plus tard, le porte-parole du gouvernement est passé sur la toile en disant « Nous n'avons pas été attaqués par le Rwanda, mais nous avons été attaqués par un groupe rebelle. » Et ils font demander au général de retirer. Il avait rectifié. Il fallait attendre maintenant une semaine plus tard pour que le gouvernement vienne avaler maintenant que nous sommes attaqués par le Rwanda. Et dans la suite des communications, je pense qu'en l'écoutant, il est souvent quand même un peu professionnel. Mais tomber sur ces débats-là, je suis d'accord avec Maître Eli, connaissant bien la sensibilité de la région des Grands Lacs, on ne devrait pas donner du tapis rouge à ces gens-là qui utilisent ça comme une arme de guerre. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs communautés dans notre pays. Et également, cette question communautaire ne devrait pas... on ne devrait pas souvent s'amuser par ça parce qu'il y a des gens qui attendent seulement... Non, mais M. Johnson, on n'a pas de communauté, on a des tribus et des ethnies. Bon, c'est dans les langages courants qu'on utilise à la place de tribus, on utilise communauté et ça passe dans la compréhension. Donc, maintenant, c'est dans ces tribus-là qu'on a même ces tribus-là. Et n'oubliez pas également que dans l'armée avec laquelle nous avons longuement coopéré sur les offensives au Nord Kivu et au Sud Kivu avec l'armée burundaise, c'est également un peuple qui a également cette communauté parmi son armée. Donc, ça serait quand même trop hasardeux de tomber sur ce terrain-là. La quatrième analyse, maintenant, c'était de savoir, est-ce que c'est possible de s'imaginer qu'un porte-parole peut aller sur un plateau de la radio-télévision nationale congolaise si ce qu'il va dire, chaque ligne n'a pas été validée par l'état-major? Moi, c'est la question. C'est la grande question que je laisse à la nation. Merci beaucoup, M. Johnson. Maintenant, on est arrivé à la fin. Malheureusement, on a épuisé tout le temps, on est allé même au-delà de nos minutes. Alors, je vous accorde une minute pour conclure l'émission. Alors, je commence avec vous, Maître. Par rapport à tout ce qu'on a dit, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces peuples qui vous suivent? Merci beaucoup de l'opportunité. Et je crois que ce qu'il faut retenir est que beaucoup reste à dire par rapport aux thématiques que vous avez proposées ces jours, que nous n'avons pas abordées même à 10%. Donc, il y a beaucoup à dire. Mais ce qu'il faut retenir, moi, le plus grand message que je vais donner à nos autorités, c'est de faire en sorte que de se battre pour que ce qu'attend le peuple soit leur cheval de bataille. Lorsqu'on répond aux revendications, aux préoccupations de sa population, c'est à ce moment-là qu'on sait comprendre qu'on est des esclaves de ceux pour qui ils travaillent lorsqu'on répond à leur desiderata. Et à la population congolaise, je vais juste demander de faire attention à la manipulation et de faire en sorte que nous puissions nous-mêmes faire des efforts, parce qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe au bout de la planète peut être connu à l'instant même. Là où nous sommes, nous devons apprendre à lire, nous devons apprendre à faire des recherches pour essayer nous-mêmes de nous imprégner de certaines situations. Ça nous éviterait une certaine manipulation et ce sera une très bonne chose. Merci. Et à la jeunesse de mon pays, je leur demande, je chute par là, à la jeunesse de mon pays, vous êtes des avant-gardistes de la paix, aimons notre pays, faites attention au discours de l'ennemi, faites attention du recrutement de certaines personnes mal intentionnées qui vous proposent le ciel et la terre, qu'en réalité, ils veulent faire de vous des victimes. Merci beaucoup, Maître. Alors, votre dernier mot?
Alors, pour cette émission, je crois que je vais m'adresser également aux autorités Alors, votre du pays. caméra est là. Alors, c'est de dire exactement que je pense que l'année 2025 n'a pas été une année trop douce pour le pays. Nous avons perdu beaucoup de notaires. Et je renouvelle ici le vœu, grâce aux efforts de tous les Congolais, en commençant par ceux qui animent les institutions, que l'année 2026 soit une année de récupération de tous notaires. Parce que c'est une obligation morale, également c'est un devoir en tant que peuple. Nous devons nous confirmer. On ne va pas continuer à se victimiser. On ne doit pas continuer à espérer que les États-Unis, la Chine, la Russie nous amèneront la paix. Tout ce que nous avons besoin d'avoir, ça doit venir de nous. Ça doit être la mise en commun de nos efforts, de nos intelligences et d'avoir également un langage cohérent et responsable. Et pour le reste, le vœu le meilleur à tous les compatriotes congolais partout où ils nous suivent sur Bravo TV. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était Maître Eli Beni face à M. Johnson. Vous avez aimé, je sais que vous avez aimé. Ce sont des analystes. Ils nous ont amené quand même à comprendre un peu sur notre thématique, la quintessence de ce qu'on a voulu, bien qu'on n'a pas fini à décortiquer ces thèmes. Mais sinon, je pense bel et bien qu'on aura encore un moment de creuseux par rapport à cette thématique. Alors, 2026, ça sera une année des grandes choses, des grandes réalisations. C'est les souhaits même que je prône même pour le pays, pour le président de la République. En tout cas, c'est les Congos. Si le président travaille pour le pays, en tout cas, c'est les Congos qui vont gagner. C'est comme l'a dit Maître Eli, le président de la République passera, mais le Congo va demeurer et va rester. Donc, aimons le pays. Et là, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Alicia Capend qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors Alicia, joyeux anniversaire à toi, une grande dame, fière de toi. Merci d'être venu en ces jours. Alors dans 2 jours pratiquement, ça sera l'année 2026. Que Dieu te protège et te garde. Longue vie à toi. Et je vous remercie aussi Maître Eli et M. Johnson pour cette belle analyse. On était vraiment haut et ça j'ai aimé. J'ai aimé. Alors prochainement, je pense en 2026, on aura aussi une occasion où vous allez peut-être creuser cette thématique jusqu'à faire comprendre la quintessence de ce que nous voulons à ce peuple ou à cette population qui nous suivent de temps en autre sur Bravo Télévision. Et c'est dans votre émission qui dit mieux. Bonne année à tout le monde, meilleurs vœux, ne me tenez pas rigueur. Alors à toute l'équipe de Bravo, je vous souhaite meilleurs vœux et à vous, meilleurs vœux, merci beaucoup. Merci. Et à l'année prochaine. Merci.